Bienvenue dans mon auberge. Bonjour et bienvenue sur Caligis TV. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une nouvelle série que je lance. Ça va être un guide ou des explications sur le jeu pour ceux qui débutent ou ceux qui veulent réviser les bases. Donc déjà, je vous le dis tout de suite, cette série est surtout pour les nouveaux joueurs. Il y a beaucoup de gens qui débutent et donc on va reprendre d'une manière lente et théorique tous les points que l'on doit savoir pour être bon dans Hearthstone. Désolé si certains penseront que l'on enfonce des portes ouvertes. Dans tous les cas, faire des révisions des bases n'est pas une mauvaise chose pour pouvoir ensuite progresser et aborder des choses beaucoup plus complexes. Car une chose que j'ai expliquée dans une vidéo, par exemple dans la vidéo 1, je ne le réexpliquerai pas dans la vidéo 2. Hein, c'est voilà, pour faire une progression véritable. S'il y a des termes que vous ne comprenez pas, allez voir la vidéo précédente. Bon, bien sûr, ce guide suppose que vous avez déjà joué à Hearthstone, au moins assez longtemps pour compléter les bases. Compléter les bases, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire au moins le tutoriel du jeu. Il suppose que vous êtes un peu, au moins, familiarisé avec le fonctionnement du jeu. Hein. Donc, dans cette vidéo, nous allons expliquer plusieurs mécaniques qui sont également très importantes, mais qui peuvent ne pas être immédiatement évidentes dans Hearthstone. Donc, les effets des créatures. Par défaut, les créatures ont seulement une valeur d'attaque et une valeur de santé, comme vous l'avez vu dans le tutoriel. Par exemple, l'écumeur Murloc va avoir 2 points d'attaque et 1 point de santé. Il n'y a rien d'autre sur ce serviteur. Cependant, comme nous pouvons le verrons dans les sections qui suivent, certains serviteurs peuvent posséder de nombreux effets supplémentaires. Premier effet supplémentaire, c'est le cri de guerre. Alors le cri de guerre, c'est quoi? Ou battle cry, hein. C'est une capacité spéciale qu'un serviteur effectue quand il est jouer depuis votre main. Attention, c'est un détail important hein, quand on dit jouer depuis votre main. Donc c'est vrai que la formulation est très importante ici. Cela signifie que si la créature se retrouve sur la table par tout autre moyen, hein, si elle est changée par un rebord de l'arme, ou qu'elle est copiée par entité miroir, ou que sais-je encore, le cri de guerre ne se produit pas. Il y a beaucoup de cris de guerre différents dans le jeu, et les énumérer ici serait inutile. La plupart du temps, ce sont des effets bénéfiques qui donnent un avantage. Piocher une carte, faire des dommages à un sbire ennemi, etc., etc. Parfois, ce cri de guerre peut être préjudiciable. C'est le prix à payer quand la créature n'est pas chère pour ses statistiques. On a par exemple une créature qui vous fait des points de dégâts ou une autre qui vous défausse de cartes, hein, chez le démoniste. Deuxième chose que les créatures peuvent avoir, c'est un râle d'agonie ou un death ralt. Le râle d'agonie est semblable au cri de guerre, la seule différence étant qu'il se produit à la mort du serviteur, et non quand il est joué depuis votre main. Le libellé est encore une fois important, car si la carte est retirée du plateau mais pas tuée, comme par exemple avec un assommé ou avec une disparition, ça ne déclenche pas le râle d'agonie. Attention, si votre créature est silence avant de mourir, elle ne produira pas non plus son effet. Ensuite, il y a les créatures charges. Alors les créatures charges, ça veut dire quoi? Normalement, les serviteurs ne peuvent pas être utilisés pour attaquer durant le tour où ils sont mis en jeu. Cependant, certains sbires ont charge, ce qui leur permet d'attaquer durant le tour où ils sont joués. Charge augmente la valeur d'un serviteur, car il vous permet d'infliger les dégâts avant que votre adversaire ait une chance de réagir ou d'avoir une réponse. En général, l'avantage de charge est compensé par le fait que la créature aura très peu de points de vie. Ensuite, les créatures ont provocation, plus simplement appelée taunt. Généralement dans mes vidéos, c'est ce que vous entendrez. La provocation est une propriété particulière que peut avoir un sbire. Quand une créature a une provocation, qui est indiquée par un bouclier autour de son icône, l'adversaire n'est pas autorisé à attaquer d'autres personnages avant d'avoir supprimé celui-ci. Provocation s'applique uniquement aux attaques physiques, c'est-à-dire aux armes et aux autres créatures, par opposition au sort. Cela signifie que seules les attaques directes des serviteurs ou du héros sont limitées par provocation. Certains serviteurs, comme le maître bouclier de Sanjin, ont une provocation naturelle. Mais cet état peut également être accordé par des sorts, comme Marque du Fauve ou Cri de guerre, ou justement par des cris de guerre, pardon, par le défenseur d'Argus. Toujours un exemple, hein, ça pourrait être d'autres choses. Une autre capacité spéciale des créatures, le bouclier divin. Le bouclier divin est une capacité spéciale qu'une créature peut posséder. Cet effet permet d'ignorer les dégâts de la première attaque. Faites contre elle qui supprime le bouclier divin. Le bouclier divin protège la créature contre les dommages causés par les attaques et les sorts. Mais la créature reste vulnérable aux effets de mort instantanés, comme assassiner par exemple. Ainsi qu'aux effets qui neutralisent, comme par exemple le silence ou un maléfice.
Il est très important de savoir qu'un sbire avec bouclier divin ne sera pas tué par l'attaque d'une créature comme l'empereur Cobra ou l'assassin patient. L'attaque va juste briser le bouclier divin. Certains serviteurs, comme l'Argent Square, ont un bouclier divin naturellement, mais il peut également être accordé par des sorts, par un main de protection par exemple, ou des cris de guerre par le protecteur d'argent. Ensuite, les créatures peuvent avoir camouflage. Alors, les créatures sont normalement visibles et attaquables, sauf si une créature provocation l'empêche, bien entendu. Mais il est possible pour un serviteur d'avoir camouflage. Une créature sous camouflage est encore visible sur la table, même si elle est grisée et un petit peu transparente, pour indiquer qu'elle est furtive. Elle ne peut pas être la cible d'attaque ou de sort. Les créatures qui sont camouflées peuvent encore être endommagées par les attaques à zone d'effet, concentration, ainsi que par des capacités passives qui choisissent une cible aléatoire, comme la capacité passive du jongleur de couteau par exemple. La créature avec camouflage le perd quand elle attaque. Une petite clarification d'ailleurs, quand un monstre est furtif, si on lui donne la provocation, l'amélioration de provocation se fera bel et bien, et l'icône restera active. Mais l'effet est supprimé tant que le serviteur est camouflé. La provocation limitera de nouveau les attaques lorsque la créature sortira du camouflage. Certaines créatures ont enragé. Donc cet effet enragé, habituellement une augmentation de dommage, est actif lorsque le serviteur n'est pas à pleine santé. L'effet enragé est mis à jour dynamiquement, ce qui signifie que si un serviteur est guéri, il perdra son amélioration enragée. Furie des vents. Certains serviteurs ont Furie des vents. Cet effet leur permet d'attaquer 2 fois par tour au lieu d'une fois, ce qui peut être vraiment très puissant. Certaines créatures ont insensible. Alors les créatures et les héros peuvent recevoir des effets d'immunité insensible. Cela les amène à être invulnérables à toutes les sources de dommages pour la durée de l'immunité, qui dure généralement un tour. Par exemple, le chasseur courroux, bestial, accorde à une bête plus 2 attaques et rend insensible pour un tour. On pourrait parler aussi de blocs de glace ou d'autres cartes. Il y en a quand même quelques-unes qui donnent ce sort d'insensible. Ensuite, nous avons la capacité gelée. Alors les personnages peuvent être congelés. La majorité des effets réfrigérants proviennent des cartes de mages, comme Blizzard, Javelot de glace, etc. Les chamans ont aussi un effet de gel sur les serviteurs neutres. Donc nous avons aussi l'élémentaire de givre, qui est un cri de guerre qui gèle un personnage. Un personnage congelé est incapable d'attaquer, le temps de l'effet est d'un tour. Attention, c'est très important, cette durée d'un tour, parce que ça dépendra aussi de quand vous vous êtes pris la congélation. Ensuite nous avons les silences. Alors les effets de silence provoquent l'annulation des avantages ou d'inconvénients supplémentaires qu'une carte peut posséder en dehors de ses statistiques de base. L'effet de silence supprime tout le texte de la carte et les enchantements qu'il disposait quand le silence a été fait. Le silence est permanent et ne peut pas être enlevé. Si un serviteur retourne à la main de son propriétaire, il perd son silence. Par la suite, on peut très bien rebuffer une créature qui a été silence. Elle continue, enfin le sort de buff marchera. Ensuite, nous avons le dégât des sorts. Alors certaines créatures peuvent accorder une augmentation de dégâts des sorts. Le dégât des sorts affecte les dégâts infligés par les sorts lancés par votre personnage. Cela ne comprend pas les dommages de votre pouvoir héroïque ou les dommages causés par les créatures. Capacité passive. Beaucoup de serviteurs, en particulier ceux de qualité rare ou supérieure, ont des capacités passives. Ces capacités sont en action aussi longtemps que le serviteur est vivant et n'est pas réduit au silence. Ils varient considérablement dans leurs effets. Propriété et perte de contrôle d'une créature. Dans Hearthstone, il n'y a aucune distinction entre le propriétaire d'une créature et son contrôleur, comme c'est le cas dans d'autres jeux d'ailleurs. Dans la pratique, cela signifie que chaque fois que vous perdez le contrôle d'une créature, cette créature cesse de vous appartenir. Par exemple, si votre adversaire utilise le contrôle mental sur un Yeti non-roi, il devient le propriétaire de ce serviteur. Si vous utilisez ensuite assommer sur cette créature, entraînant qu'il revient dans la main de son propriétaire, la créature ira dans la main du prêtre et pas la vôtre. Donc attention à ce genre de petits détails. Une autre capacité, c'est retour dans la main. Plusieurs cartes et des effets dans le jeu causent l'effet retour dans la main de son propriétaire, comme nous l'avons déjà abordé ci-dessus, enfin juste avant. Des exemples de ces cartes sont assommer, disparition, piège givrant, etc. etc. Maintenant voilà, comme je disais il y a quelques secondes, il faut vraiment faire attention quand on joue des retours dans la main, parce que ça peut également se retourner contre vous. Certaines créatures auront certains sorts ou cris de guerre auront transformation. Donc ces sorts et ces cris de guerre dans le jeu permettent à une créature de se transformer en une autre. Par exemple, Métamorphose transforme en une créature 1-1.
S'il se fait avoir par la suite par le pouvoir héroïque du mage, on appellera ça un méchoui. Enfin moi en tout cas j'appelle ça un méchoui. Maintenant vous en avez d'autres de métamorphose, ça pourrait être avec Super Étincelle, ça pourrait être aussi avec le sort de Hex du chaman. Maintenant nous allons voir les effets particuliers des cartes de classe. En effet, chaque classe généralement possède des particularités. Par exemple, nous allons commencer plutôt par le druide qui a comme particularité sur ses cartes de classe d'avoir choisissez-en un. C'est-à-dire que vous choisissez un effet dans les cartes de druide. Donc ces cartes de druide donnent la possibilité de choisir entre deux effets. Quand vous jouez ces cartes, on vous invite à choisir entre deux effets différents. Par exemple, la carte puissance du fauve, vous devez choisir entre tous les serviteurs existants gagnent plus un point de vie et plus un point d'attaque, ou vous faites de ce sort une créature 3-2. Le voleur, lui, c'est complètement différent. Ces cartes ont une capacité qui s'appelle combo. Donc, ce qui veut dire que ces cartes voleurs ont un effet combiné. Pour qu'un tel effet se produise, vous devez avoir joué au moins une autre carte durant le tour où vous jouez la carte combo. Par exemple, le sang-froid qui accorde plus 2 d'attaque. Si ce n'est pas la première carte que vous jouez pendant ce tour, son effet ne sera plus de plus 2 d'attaque, mais son effet sera à la place de plus 4 d'attaque à la place. Donc ça peut vraiment être pratique. Passons au chaman. Alors le chaman, lui, c'est encore différent. Il a ce qu'on appelle une surcharge. La surcharge, c'est que les cartes chaman ont un effet, on va dire, puissant pour leur coup de mana. Par exemple, le texte d'éclair indique inflige 3 points de dégâts, surcharge 1. Cela signifie qu'au tour prochain, l'un de vos cristaux de mana sera surchargé et inutilisable pour un tour. Dans chaque cas, le nombre de cristaux en surcharge est indiqué dans le texte de la carte. C'est tout ce que vous avez, Moukla? Des tonneaux? Maintenant que tous ces termes sont vus, je ne reviendrai pas dessus et j'espère que vous les aurez tous compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai soit directement, soit par le biais d'une prochaine vidéo. Maintenant nous allons voir les autres termes qui ne sont pas véritablement dans le jeu, mais que vous entendrez très souvent. Par exemple, on parlera souvent de deck. Le deck, qui est également dans le jeu, c'est votre paquet de cartes, ou votre paquet que vous aurez en jeu. Vous avez un maximum de 9 decks que vous pouvez faire et personnaliser. Chacun de ces decks aura 30 cartes. Dans ces 30 cartes, vous ne pourrez mettre que 2 exemplaires de la même carte. Donc au final, vous pourrez avoir des decks de seulement 15 cartes. Il y a un terme qui revient également souvent, c'est le top deck. En fait, le top deck, c'est la prochaine pioche. On parle de bon top deck quand on a la chance d'avoir la carte qu'il fallait au bon moment. Le board. Alors le board, en fait, c'est la table. Le champ de bataille, là où l'on pose des cartes finalement. Vous avez votre board, le board comprend votre espace où vous posez vos créatures et l'espace où votre adversaire pose ses créatures. La main c'est les cartes que l'on a en main, que l'on peut jouer chaque tour. Maximum, vous pouvez en avoir 10. Si on pioche quand on a déjà 10 cartes, la 11e carte est détruite. Il faut savoir qu'on commence le jeu avec 3 cartes si on est le premier joueur, ou avec 4 cartes et la pièce si on est deuxième joueur. Les ressources, appelées mana, cristaux de mana, on peut l'appeler de différentes manières. Ils fonctionnent comment? Alors généralement, vous allez avoir un point de mana par tour. Ce point de mana par tour, vous allez pouvoir l'utiliser. Si vous êtes deuxième joueur, vous avez la pièce qui va vous donner de façon ponctuelle un point de mana supplémentaire. Vous avez également d'autres façons dans le jeu d'avoir des manas temporaires ou des manas permanents. Mais vous avez aussi dans le jeu des manières de vous retirer cette mana, donc il faut faire un petit peu attention. Ici, je rentrerai pas plus dans les détails, tout simplement pour rester le plus clair possible. Donc ensuite, nous avons ce que l'on appelle généralement des réponses. Est-ce qu'il y a une réponse? Alors généralement une réponse c'est quoi? C'est une carte qui va régler un problème que vous pose l'adversaire. Une réponse ça peut venir de votre pouvoir héroïque par exemple, en soignant votre créature et en allant de trade. Alors, je vais expliquer après ce que c'est le trade. Ou alors ça peut être une carte que vous piochez et qui va régler le compte à la créature adverse ou régler le problème que vous avez en face de vous. Généralement ça va être ça, que ce soit d'invoquer une créature charge, que ce soit un contre-sort, un sort pour faire des dégâts, vous allez avoir ça. Alors, les réponses sont jouées pendant votre tour. Il y a
quelques réponses qui existent, qui peuvent être actifs sur le jeu, on va dire, pendant votre tour. C'est ce que l'on appelle les secrets. Il y a 3 classes qui ont des secrets. Ce sont les paladins, les comment ça s'appelle, les chasseurs Surveillez votre et langage. les mages. Mais je reviendrai là-dessus dans un autre épisode, parce que bon, c'est pas pour le moment, c'est juste le but, c'est de vous expliquer des termes. Moi, j'ai une carte Ensuite, supplémentaire. nous avons un terme que normalement vous avez déjà vu, mais que je vais rappeler, c'est le mal d'invocation. Alors le mal d'invocation, c'est quoi? C'est que les créatures que vous venez d'attaquer, normalement, elles ne peuvent pas attaquer directement quand elles arrivent en jeu, à moins qu'elles aient la propriété charge, qu'on a vu tout à l'heure. Et cette, comment dirais-je, cette chose, le fait de ne pas pouvoir attaquer directement, on appelle ça généralement le mal d'invocation. Le mal d'invocation, ça vient de Magic the Gathering, hein, tout simplement. Ensuite, un autre terme que vous entendrez très souvent dans mes vidéos, surtout dans les vidéos explicatives, ça va être le card advantage, ou le carte avantage, ou l'avantage de la carte. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire dépenser 2 cartes pour régler un problème que vous avez posé à votre adversaire en une seule carte. C'est-à-dire que vous jouez une carte, et votre adversaire, pour régler le problème que vous lui avez posé, va devoir en jouer 2. Donc, au final, vous avez un avantage de carte de 1. Ça, c'est la première façon de voir le card advantage. Maintenant, vous avez des cartes advantage qui sont, comment dirais-je, intradeck, c'est-à-dire que vous jouez une créature qui, elle, va vous donner énormément de cartes advantage. Par exemple, le Drake Azure, qui est une créature 4/4 qui sort pour 5, est pas terrible au niveau des stats, mais par contre, elle vous fait piocher une carte, donc elle se remplace dans votre main. Donc c'est comme si vous n'aviez pas joué de carte au point de vue de la ressource carte, même si vous avez dépensé de la mana. Et en plus de ça, donc en plus d'avoir une créature 4/4, en plus qu'elle soit remplacée dans votre main, donc que vous ayez pu piocher une carte et avancer dans votre deck, vous avez une autre capacité dessus qui est +1 dégâts des sorts. Ce qui fait que cette créature, c'est un peu comme un Kiss Cool, c'est même mieux qu'un Kiss Cool parce que vous avez le premier effet Kiss Cool, le deuxième effet Kiss Cool et l'effet normal du bonbon qui est sucré. On va dire ça comme ça. Donc pour 5 vous avez une 4/4, +1 dégâts des sorts et une pioche. C'est vraiment le genre de créature qui va vous donner l'avantage dans les parties. Ensuite, il y a le trade. Alors le trade, comme j'en parlais il y a quelques secondes, enfin quelques minutes, le trade, c'est le fait de faire combattre les créatures tout en tuant ou en blessant les autres créatures, de façon favorable. Par exemple, vous pouvez tuer une 2/1 avec votre créature qui est 3/5, c'est un trade favorable, dans le sens où vous n'allez pas perdre votre créature, que vous allez détruire la créature adverse. Le trade, ça peut aussi évoquer un combat de créatures où les 2 créatures vont mourir. Mais si par exemple avec une 2/1 vous tuez une 4/2, ça sera véritablement un trade favorable. Voilà, ça je pense que c'est clair pour tout le monde. Ensuite nous avons le terme booster. Alors le terme booster ça veut dire quoi? C'est les petits paquets de cartes que l'on va ouvrir. Généralement donc un paquet de cartes c'est toujours 5 cartes. Il y a toujours au minimum une carte rare et 4 communes. Ça c'est vraiment le minimum. Mais après vous pouvez avoir très bien un assemblage de cartes totalement différent, en ayant des épiques, des légendaires, ou que des cartes rares, mais ou des cartes communes. En plus de ça, dans ces paquets, vous aurez une différente qualité de cartes. Alors la différente qualité de cartes, c'est quoi? C'est que vous avez des cartes donc normales, qui n'ont pas d'animation, etc. Ces cartes normales donc sont de raretés différentes, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les communes qui sont symbolisées par un petit cristal blanc, les rares qui sont symbolisées par un petit cristal bleu, les épiques qui sont symbolisées par un petit cristal violet, et les légendaires qui sont symbolisées par un petit cristal orange. Ça, c'est les cartes, on va dire normales, entre guillemets, des différentes qualités de cartes que vous pouvez avoir. Ensuite, il y a ce que l'on appelle les foils, ou les dorés. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que votre carte va être d'une couleur dorée, et qu'elle aura une animation. Vous pouvez en obtenir certaines en montant des levels de votre classe principale, enfin de votre personnage, ou d'autres que vous aurez la chance de trouver dans les paquets ou d'avoir en arène. Ces cartes-là n'ont aucun pouvoir supplémentaire, c'est très important de le répéter. La seule chose qu'elles ont, c'est qu'elles ont une petite animation, que c'est sympa à voir, mais sans plus. Donc si vous commencez à jouer, généralement il vaudra mieux décraft ces cartes dorées, à moins que vraiment vous en ayez besoin et que vous n'ayez pas déjà la carte, on va dire de base, sans qu'elle soit dorée. C'est très important. Alors ensuite nous avons le décraft. Alors le décraft c'est quoi? C'est le fait justement de, entre guillemets, détruire
les cartes que vous avez pour récupérer les composants de cette carte pour pouvoir par la suite recréer une nouvelle carte. Et c'est là justement que décrafter les cartes dorées est intéressant, puisque vous allez les décrafter le double de leur valeur. Par exemple, une carte commune, si vous la décraftez, vous n'aurez que 5 poussières. Par contre, si vous décraftez une carte commune dorée, vous aurez 40 poussières. Et avec ces 40 poussières, vous pourrez directement recréer une carte commune. Donc là, c'est vraiment intéressant de les garder. Et le concept marche également pour les légendaires. Vous avez une légendaire dorée, mais cette légendaire, elle n'est pas très utile. Comme je sais pas moi, le chroniqueur chaud par exemple. Une très bonne carte légendaire qui peut rentrer dans énormément de decks, mais de toute façon, vous n'avez pas du tout, comment dirais-je, la capacité de le jouer parce que vous n'avez pas les autres cartes qui vont à côté. Bon, donc ce que vous allez faire, c'est que cette chroniqueur chaud légendaire, soit vous allez la garder en vous disant bah de toute façon j'en aurai bien d'autres, soit vous avez vraiment pas assez de cartes et ce chroniqueur chaud légendaire, bon, vous n'allez pas utiliser pendant peut-être les 2-3 premiers mois où vous allez jouer. Vous allez pouvoir décider de le décrafter, de récupérer 1600 poussières, et avec ces 1600 poussières vous pourrez crafter une autre légendaire directement. Il y a bien entendu des cartes à crafter en priorité. Généralement ces cartes à crafter en priorité changent de mois en mois, parce que la méta évolue, hein. Ce qu'on appelle la méta, c'est la façon de jouer des gens, hein, principalement. Donc voilà, je peux pas véritablement donner de conseils sur quoi craft et quoi décraft. Généralement, il y a quand même des cartes qu'on sait pertinemment qu'elles n'ont aucun effet. Un os d'Ormou qui soit foiled ou pas foiled, il vaut mieux le décrafter parce que de toute façon, il est, à l'heure actuelle en tout cas, injouable dans la majorité des decks. À part dans des decks complètement fun pour rigoler. Mais bon, ça après, c'est à vous de voir. Si vous avez envie de jouer un deck fun, après tout, c'est quand même une très belle carte. Voilà, donc ça conclut notre première vidéo sur les guides de Hearthstone. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour vraiment signifier que ça vous a plu et pour que je continue sur des thèmes beaucoup plus élaborés pour monter en complexité dans ce guide, enfin dans cette série de guides. Sinon, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre tout à l'heure, soit directement dans les commentaires, soit je ferai potentiellement une vidéo particulière pour y répondre. Je précise également que j'ai prévu cette série de guides d'une certaine manière. C'est pour ça que je n'évoque pas certaines choses pour le moment. C'est pour ça que je passe rapidement sur certaines choses pour pouvoir mieux les expliquer plus tard. Pourquoi pas carrément en faire une vidéo dédiée sur le sujet. Enfin bon, dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain guide ou toute autre chose. Bye bye mes petits amis de YouTube. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert, car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye.